À la une de l'actualité en Algérie, le président du mouvement de la Société pour la paix, Abderrazak Makri, a dénoncé la nouvelle constitution qui sera soumise à référendum le 1er novembre. Dans le cadre de mesures visant à assouplir les restrictions liées au coronavirus, le président kenyan Uhuru Kenyatta a annoncé que les bars pourront rouvrir et que la vente d'alcool est à nouveau autorisée. Et puis, selon le Programme alimentaire mondial PAM, des centaines de milliers de personnes ont été touchées par les inondations au Soudan du Sud. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par l'Algérie, où le mouvement de la Société pour la paix MSP, principal parti islamiste, a décidé de participer au référendum sur le projet de révision constitutionnelle le 1er novembre prochain. Mais il a appelé à voter non. Le président du mouvement de la Société pour la paix, MSP, Abderrazak Makri, a dénoncé une nouvelle constitution qui sera soumise à référendum le 1er novembre prochain. Cette nouvelle constitution entretient, selon lui, le pouvoir de l'ancien régime et ne représente pas la volonté du peuple. Ce n'est pas le peuple, il n'y a pas la volonté du peuple dans cette constitution. Il y a des lobbies qui ont des moyens, qui sont protégés. Ils ont l'argent, les médias et beaucoup de relations. C'est à eux que profite cette constitution. J'espère que le message sera clair et que le peuple algérien comprendra. S'il faut se rendre aux urnes, c'est pour faire tomber cette constitution et pour faire tomber la dominance de ces lobbies. Cette constitution n'est en aucun cas consensuelle. Elle n'a pas été discutée et a été décidée par un comité qui n'était pas consensuel et qui n'était pas juste dans sa composition. Dans sa plaidoirie contre la révision constitutionnelle, le MSP cible plusieurs articles dont le 51 qui stipule que l'État assure la protection des lieux de culte de toute influence politique ou idéologique, ce qui équivaut aux yeux du parti islamiste à consacrer la laïcité de la mosquée. Autre mécontentement du MSP, l'article 40 qui stipule que l'État protège la femme contre toute forme de violence en tout lieu et en toutes circonstances dans l'espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. Le parti voit un risque de menacer la sphère familiale privée. Il critique aussi l'article 67 qui fixe l'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'État à tous les citoyens, y compris aux binationaux. Une initiative qualifiée de dangereuse. Enfin, le MSP relève que la révision constitutionnelle ne répond pas aux revendications du Hirak, le mouvement de protestation populaire inédit qui a éclaté en février 2019 pour réclamer un changement du système en place depuis l'indépendance du pays en 1962. Dans le cadre de la présidentielle du 22 novembre prochain au Burkina Faso, 3 candidats outsiders ont déposé ce lundi leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Parmi eux figure Abdoulaye Soma, figure de la société civile, qui avait notamment été très actif lors de l'insurrection populaire qui a mis un terme au régime de Blaise Compaoré en 2014. Avant lui, Issa Sawadogo, qui se présente comme le candidat du peuple, avait été le premier à déposer sa candidature, reconnaissant cependant ne pas avoir rassemblé la caution de 25 millions de francs CFA ou le parrainage de 50 élus locaux. Autre candidat, Claude Aimé Tassammedo, un sociologue et acteur de la société civile, a assuré avoir rempli toutes les conditions pour que son dossier soit validé. Il faut dire qu'une dizaine de candidats comme l'ex-premier ministre cadré Désiré Ouédraogo ou Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, devraient déposer leur candidature contre le président Roch Marc Christian Kaboré, candidat à sa propre succession qui se profile comme le favori du scrutin. Les candidats ont jusqu'au 3 octobre prochain pour déposer leur dossier à la CENI qui annoncera le 11 octobre la liste définitive de ceux qu'elle a retenus. La campagne, quant à elle, se déroulera du 31 octobre au 20 novembre.
Pendant ce temps, au Togo, Faure Gnassingbé a procédé au remplacement du Premier ministre démissionnaire, ministre du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Cumulativement avec ses fonctions de directrice de cabinet du président Faure Gnassingbé, Victoire Tomeka Dogbe a été nommée première ministre ce lundi. Âgée de 60 ans, elle a notamment travaillé pour le PNUD de 1999 à 2008 avant de rentrer au Togo à l'appel de Gilbert Fossou-Rumbo, alors Premier ministre. Par la suite, Faure Gnassingbé lui confiera la direction de son cabinet. Depuis fin 2017, la province de l'Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo est le théâtre de violences communautaires. Pour restaurer la paix, des chefs de guerre envoyés par les autorités de Kinshasa tentent d'aider à désarmer les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo Codeco, une secte politico-militaire Lendou accusée par les Nations Unies du massacre de centaines de civils, principalement des MA, la communauté rivale. Depuis fin 2017, une milice Lendu, la Codeco, est accusée par les Nations Unies du massacre de centaines de civils, principalement des EMA, la communauté rivale. Les déplacés se comptent par dizaines de milliers, comme ici, au milieu d'une paroisse détruite lors d'un précédent conflit. Personne ne peut vouloir rester dans une telle situation pareille. Les gens ont tendance à retourner, en tout cas dans leur village respectif, mais ils pleurent, leur souci, c'est la sécurité d'abord. La sécurité, que le calme reprenne. Pour restaurer la paix, les autorités de Kinshasa ont envoyé d'ex-chefs de guerre pour parler aux miliciens Codeco. Ces derniers les reçoivent en paradant avec leurs armes et leurs fétiches. Dans la délégation officielle, Germain Katanga, lui-même condamné pour crime de guerre en 2014 par la Cour pénale internationale, se veut optimiste. On est ici pour une seule raison. La raison est que les chefs de l'État nous ont envoyés ici pour chercher à pacifier. Ils sont d'accord d'abord avec l'appel des chefs de l'État. Vous verrez que la discussion, bien que c'était longue, mais à la fin des comptes, on s'est mis d'accord. Depuis l'arrivée des émissaires mandatés par le président Tshisekedi, les violences ont sensiblement baissé. Mais les braises du conflit sont toujours là. Un conflit qui a fait plus d'1 millier de morts et des milliers de déplacés. Entre 1999 et 2003, les affrontements avaient fait des dizaines de milliers de victimes. Il avait fallu l'intervention d'une force européenne pour y mettre fin. Des rebelles djihadistes liés au groupe État islamique dans le nord-est du Nigeria ont attaqué le convoi d'un gouverneur régional, faisant un mort. Cette attaque intervient 2 jours après qu'ils aient tué 30 membres de son escorte. Des éléments du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont ouvert le feu dimanche sur le convoi du gouverneur de l'État de Bordeaux, Babagana Oumarou Zulum, à côté de Baga, une ville située sur les pourtours du lac Tchad. Le gouverneur revenait de Baga où il avait accompagné le retour de milliers de déplacés chassés de chez eux en 2014 à cause d'attaques djihadistes selon des sources. Durant l'attaque, les forces de sécurité ont répondu par des tirs, forçant les terroristes à fuir selon un membre de cette escorte interrogé par l'AFP. Vendredi, les djihadistes avaient déjà tendu une embuscade à ce convoi, attaquant avec des armes automatiques et des lance-grenades l'escorte du gouverneur dans la même zone. Cette attaque avait fait au moins 30 morts, 12 policiers, 5 militaires, 4 miliciens pro-gouvernementaux et 9 civils. Le groupe qui a fait scission du groupe djihadiste Boko Haram en 2016 a mené depuis de nombreuses attaques, notamment contre l'armée nigériane, au cours desquelles des centaines, voire des milliers de soldats ont été tués. Il contrôle également des villes et des villages et des milliers de civils vivent sous son emprise. En juillet, le convoi du même gouverneur avait été déjà attaqué, non loin de Baga, le forçant à faire demi-tour et à annuler son voyage. Plus de 36 000 personnes ont déjà été tuées depuis 2009, début de l'insurrection djihadiste de Boko Haram dans les violences dans la région. Plus de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer.
La plupart des déplacés ont trouvé refuge dans des camps de fortune où ils dépendent de l'aide humanitaire internationale pour survivre. Les autorités ont récemment encouragé ces déplacés à regagner leur foyer en dépit des mises en garde des agences humanitaires. Je le disais en titre au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a annoncé que les bars pourront rouvrir et que la vente d'alcool est à nouveau autorisée, et ce, dans le cadre de mesures visant à assouplir les restrictions liées au coronavirus. Il a également demandé au secrétaire d'État à l'éducation de préciser la période de reprise de l'année scolaire 2020. On le suit. Je demande au secrétaire d'État à l'éducation, une fois que nous nous serons mis d'accord sur le comment, de publier immédiatement un calendrier pour la reprise de l'année scolaire 2020, si elle doit avoir lieu en 2021. L'interdiction d'exploiter des bars et l'interdiction de vendre des boissons alcoolisées dans les restaurants et établissements de restauration ordinaire sont levées à compter du 29 septembre 2020. L'heure de fermeture de tous les bars et restaurants est fixée à 22 h tous les jours à compter de ce mardi 29 septembre et leur fonctionnement se fait dans le strict respect des directives et protocoles applicables publiés par le ministère de la Santé. À compter de ce mardi 29 septembre, le couvre-feu national du crépuscule à l'aube sera en vigueur de 11 h du soir à 4 h du matin. Conformément aux recommandations du Conseil interconfessionnel, la taille maximale autorisée des rassemblements religieux est portée à 1/3 de sa capacité normale, mais dans le strict respect de toutes les directives et protocoles applicables émis par le ministère de la Santé. Et puis au Soudan du Sud, des centaines de milliers de personnes ont été touchées par les inondations. C'est ce qu'a indiqué le PAM, entendez le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Les fortes pluies au Soudan du Sud ont provoqué de vastes inondations le long du Nil Blanc, affectant 700 000 personnes et déplaçant 50 000 autres, selon le Programme alimentaire mondial. Dans le village d'où je viens, Mafiang, les inondations ont été dévastatrices. Elles ont tout détruit. Elles ont détruit nos maisons, tué notre bétail, nos cultures et nos sources de revenus. Près d'1 million de personnes subissent les effets des inondations qui ont submergé des villes entières, selon l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, aggravant une situation humanitaire déjà catastrophique après 6 années d'une atroce guerre civile. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.